un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement un pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans le cadre de nos émissions thématiques d'intersaison, notre série d'émissions. Et aujourd'hui, nous allons donc faire un zoom sur l'équipe française AG2R La Mondiale. Voilà, pour cette émission, nous avons une équipe renforcée. On retrouve donc Charles. Salut Max, bonsoir à tous. Grégory. Salut tout le monde. Benjamin. Bonsoir tout le monde. Et enfin Greg. Salut à tous. Et bonsoir à vous, chers commissaires. Voilà, alors j'avais envie de résumer la saison qui va arriver pour AG2R comme sous la forme d'une question. Est-ce que nous n'avons pas ici en fait une forme de fausse continuité, une forme de continuité en trompe-l'œil? Parce que si sur le marché des transferts, ça n'a pas vraiment beaucoup bougé dans cette équipe, j'ai envie de dire presque comme d'habitude, on va peut-être assister à des changements quand même plus profonds et plus fondamentaux pour l'équipe, notamment bien sous l'égide de ses leaders. Voilà. Alors, on a pas mal de choses à dire là-dessus. Je pense que pour beaucoup ici, on a tous retenu quand même bien les récentes interviews de Bardet, qui a annoncé effectivement ne pas participer au Tour de France cette année et commencer enfin à arpenter les routes du Giro, quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment pour certains d'entre nous. Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout cela, toi, Benjamin? Alors, continuité en trompe-l'œil ou pas, c'est vrai que si on regarde le marché des transferts chez AG2R, on voit que 4 coureurs sont partis. Samuel Dumoulin qui a pris sa retraite et qui va d'ailleurs officier en tant que directeur sportif chez BNB Vital Concept. Également Hubert Dupont qui prend sa retraite. Et également deux bons tauliers de l'équipe quand même. Tout à fait. C'est deux historiques de l'équipe. Ouais, oui. Qui était là depuis énormément de saisons, puisque Samuel Dumoulin était là depuis 2013 et Hubert Dupont était là, lui, depuis encore plus longtemps, depuis 2006, puisqu'il n'avait fait qu'une saison chez RAGT avant de venir dans l'équipe. Et il recrute 4 coureurs, Vendrame, Naesen, le frère d'Oliver, Tanfield et Clément Champoussin qui viendra à partir d'avril. Auquel on peut rajouter Jaakko Hänninen qui a signé à partir de août, si je ne me trompe pas, dans l'équipe. Alors, c'est en effet peu de coureurs qui sortent et qui partent, mais comme on a dit, c'est des historiques qui partent, et on va devoir donc faire confiance à de plus jeunes coureurs. Et également, le point d'accroche, le point d'ancrage de tout ce bouleversement, c'est animé par le programme de Romain Bardet qui n'a plus rien à voir avec les années précédentes. Mais j'ajouterais que ce programme et ce que ça va entraîner pour cette équipe est vital pour régénérer tout cela. Oui. Est-ce que c'est aussi ton impression, Charles? C'est-à-dire une forme de nouveau défi pour l'équipe et pour certains de leurs leaders? Ouais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que pour Bardet, de toute façon, c'était nécessaire. À un moment, il a déjà tout prouvé sur le Tour, à part la victoire, mais il a fait des podiums, il a remporté des étapes, il a eu le maillot à pois cette année. Donc je pense qu'il a besoin, comme l'a dit Ben, de se régénérer et d'avoir un changement. Après, c'est juste dommage, il n'a pas de bol. Le parcours du Giro l'an prochain conviendra pas forcément à ses qualités, mais moi, c'est pas forcément le Giro que je vais pointer pour Bardet. Enfin, ce qui me plaît beaucoup dans sa construction, c'est qu'il a l'air de faire vraiment 2 objectifs prioritaires, des JO et des championnats du monde. Et quand on voit le niveau qu'il avait au Mondiaux d'Innsbruck
il y a un an, moi je trouve que c'est une très très bonne chose et qu'on pourrait avoir une très belle surprise de ce côté-là. Je sais pas si les gars sont d'accord avec ça, mais j'ai de gros espoirs en tout cas pour lui. Oui, qu'est-ce que tu en penses, Grégory, par exemple? Parce que c'est vrai, Bardet, on le voit surtout sur le Tour de France, mais ceux qui le suivent quand même plus régulièrement savent qu'il sait performer aussi sur les courses d'un jour. Oui, Romain Bardet a été très très efficace ces dernières saisons. Lorsqu'il participait à des courses d'un jour, il a souvent été en lice pour la victoire, même sans forcément gagner, remporter énormément de victoires. Mais c'est vrai que la prochaine saison qui prépare avec cette annonce, sa participation au Tour d'Italie, ça se met bien en place pour qu'il puisse bien doubler derrière avec les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Et je pense qu'il pourrait être vraiment très très efficace sur ces deux courses et pourquoi pas viser vraiment la grande victoire de sa carrière qui lui manque jusqu'ici. C'est vrai que on le voit annoncer sa participation au Giro dernièrement, mais c'est pas forcément ce qui est l'endroit où il va vraiment se revenir au plus haut niveau. C'est certain qu'il va essayer de recourir comme à ses débuts plus libérés. Plutôt que comme sur le Tour de France ces dernières saisons où on le voyait plutôt dans un train conservateur plutôt, quoi. Oui, c'est un peu l'impression là qu'il a donnée à travers ses déclarations. C'est aussi un peu la question que j'ai envie de te poser, Greg. Finalement, est-ce que Romain Bardet n'avait pas besoin de ça pour retrouver un certain plaisir sur la selle, voilà, tout simplement sur la route, parce que on a l'impression finalement que ce plaisir-là sur le Tour de France, il ne le trouvait peut-être plus ou moins. Je pense que vous n'avez pas qu'une impression, hein. Le Tour de France a pour lui été assez difficile. Et quand on parle de faire le Giro pour se régénérer, c'est un peu ce qu'avait Pinot finalement. C'est-à-dire de faire quelques années, tant pis, de tirer un trait sur le Tour pour retrouver des sensations, pour voir autre chose. Et je pense que même Bardet peut-être l'aurait dû faire peut-être un peu plus tôt. Là, il a déjà 29 ans. Je trouve que c'est dommage que voilà, c'est peut-être la première fois, enfin c'est la première fois je crois qu'il va sur le Giro. C'est bien ça. C'est ça. Et sur la Vuelta, les fois présentes où il l'a fait, il était toujours un petit peu en dedans. Donc je trouve que c'est bien pour lui, mais j'espère que ça n'arrive pas trop tard. Parce que c'est vrai, alors se rajoute aussi au fait que finalement, parmi les têtes d'affiche françaises, les autres ont brillé et lui finalement reste un petit peu comme le perdant de l'histoire du dernier tour. Et je pense que ça lui fera du bien. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de Pinot, d'Alaphilippe sur le dernier tour, et un peu moins de Romain Bardet, parce qu'en plus, il a récupéré finalement le maillot à pois assez tard durant la compétition. L'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est que finalement, est-ce que c'est pas aussi un petit risque, ne serait-ce que vis-à-vis c'est disruptif, c'est ce que tu veux dire. Oui, dire que, oh là là, il prend des risques. Vis-à-vis du sponsor surtout, AG2R, de ne pas avoir leur leader pour les classements généraux. Oui, vas-y, Charles. Je pense que chez AG2R, on a compris que Romain Bardet, il pouvait pas gagner le Tour de France. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est un plaisir, ça. Hein. Non, parce que moi, je souhaite rien à personne, bien au contraire. Enfin, ça serait quand même assez malaisant de souhaiter ce genre de choses pour lui. Mais je pense que, ouais, on a compris au niveau du sponsor qu'on pourrait pas aller plus haut, qu'on avait déjà atteint les objectifs maximum, c'est-à-dire le podium. Et pourquoi pas lancer Pierre Latour, hein. Ça va être une belle opportunité pour lui aussi de pouvoir jouer sa carte personnelle, après à voir où lui il va se situer. Mais ça sera un bon test, je pense, pour ce coureur qui est un peu plus complet que Romain Bardet. Mais ça va bouleverser également tout le planning de l'équipe, ce changement, comme tu dis, Charles, puisque je pense que les fidèles de Romain Bardet vont l'accompagner sur le Giro. On va sans doute retrouver Axel Daumont, qui était blessé ces derniers temps, pour accompagner Romain Bardet. Il y aura peut-être un Clément Chevrier qui est peut-être un peu trop juste pour le Tour de France, mais qui devrait être peut-être un peu plus à son aise sur le Giro. Et ce glissement de l'équipe, on va dire type, autour de Romain Bardet, va peut-être permettre à certaines jeunes pousses de pouvoir aller sur d'autres épreuves où ils étaient, je ne sais pas si on peut dire barrés, mais
vous savez, dans ces équipes, quand on prépare maintenant un tel objectif comme le Tour de France ou quelques autres épreuves qui sont un peu moins grosses, on prévoit l'équipe dès l'hiver. Il y a quelques petits ajustements selon la forme, mais il y a certains coureurs qui ne peuvent pas avoir leur chance. Peut-être qu'à côté de Pierre Latour, on pourrait par exemple voir un Aurélien Paré-Peintre aligné sur le Tour de France, je ne sais pas, mais sur la Vuelta. Ça va, Nance Peters, qui a gagné une étape sur le Giro, qui a montré sur la fin de saison qu'il avait quand même véritablement passé un palier, on pourrait le voir sur le Tour de France également. Et donc c'est tout un chamboulement qui devrait permettre à l'équipe qui restait un peu coincée ces dernières années avec malheureusement Romain Bardet qui stagnait, voire régressait sur le Tour de France. Là, encore une fois, on devrait pouvoir avoir une équipe qui est différente de ce qu'on a vu ces dernières années. Alors bien sûr, il y a cette part de doute. Est-ce que ce changement va être bénéfique? Je pense que oui. Après, l'équipe peut s'effondrer, mais je ne pense pas avec d'autres leaders comme Oliver Neisen, par exemple, pour les classiques Flandriennes. Oui, puis on a vu aussi qu'un Geoffrey Bouchard, par exemple, pouvait se débrouiller quand même aussi quand ça grimpait. Donc, au niveau de la densité derrière, il y a toujours du monde pour pouvoir accompagner ces leaders. Je voulais revenir un peu sur cette histoire de Giro Tour, parce que faut peut-être pas trop non plus se référer au parcours en lui-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de contre-la-montre sur le Giro que sur le Tour, mais ça fait déjà depuis quelques années que c'est comme ça presque. Mais on sait quand même que cette course est un peu moins cadenassée. Finalement, on pourrait avoir un Bardet qui pourrait tirer les marrons du feu à ce moment-là. Alors, pas forcément comme un Carapaz l'année dernière sur le Giro, mais on peut imaginer peut-être retrouver un Bardet un peu plus offensif. Je ne sais pas ce que tu en penses, Grégory. Oui, tout à fait. Bardet pourrait très bien passer à l'offensive, plus qu'à son habitude sur les derniers Tours de France, par exemple. Et malgré le fait qu'il y ait pas mal de contre-la-montre, il y a aussi quand même pas mal de bonnes étapes de montagne sur le prochain Giro, donc de quoi creuser quand même quelques écarts sur certains adversaires qui seraient moins bons à ce moment-là. Et je pense que si Bardet arrive à être en très bonne condition, il peut quand même aller chercher un bon classement général tout en se montrant en même temps en tentant de gagner quelques étapes ça et là en montagne. Est-ce que c'est aussi ton impression, Greg? Oui, alors après, on va peut-être ouvrir un autre chapitre, celui du matériel. Parce qu'on a vu que sur contre-la-montre, il n'y a pas que malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas que les compétences ou les forces des coureurs qui comptent. On a vu, notamment l'année dernière, qu'il y a eu quelques soucis pour AG2R avec le matériel de contre-la-montre, pour d'autres équipes aussi, mais là, ça nous intéresse. Et j'ai peur que ça pèse un petit peu aussi dans la balance, sur 3 contre-la-montre. Le matériel semble compter de plus en plus aujourd'hui. Et j'ai peur que ça fasse aussi la différence. Ça handicape aussi Romain Bardet sur ces 3 contre-la-montre. Et pour la victoire finale, faut pas avoir peur de dire que sur le Giro, il doit viser le podium final et la victoire. Oui, c'est vrai que le matériel, on l'a vu notamment avec l'affaire Rohan Dennis chez Bahreïn Merida, le matériel semble avoir de plus en plus d'importance. Est-ce que ça peut être ensuite un motif? T'as aussi, Max, je t'interromps, mais oui. Romain Bardet était le seul coureur à changer de vélo de chrono lors du chrono du Tour de France. Par rapport à une distance, quand tu vois que c'est le seul à faire ça, Grégory, je sais pas ce que tu en penses, moi, c'est aberrant. Pour moi, ouais, c'est un contresens, et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voyait chez AG2R des erreurs de ce type-là. Que ce soit en contre-la-montre individuelle ou même par exemple le contre-la-montre par équipe qui n'est pas du tout travaillé ou presque à l'entraînement, on voit qu'il n'y a absolument pas la culture du chrono et en plus le matos ça n'a pas l'air forcément au niveau. Et surtout qu'on voit la différence avec la FDJ, l'autre équipe le Tour française qui elle a quand même assez bien redressé la barre à ce niveau. On a l'impression qu'il y a encore un peu de retard. La comparaison fait mal, tu as raison. Ouais, la comparaison effectivement un peu délicate là pour AG2R. Oui, Greg, je t'en prie. Non, mais c'est pour ça. C'est vrai qu'en creux, si on compare avec l'autre équipe, une des autres équipes françaises,
que ce soit la FDJ et Thibaut Pinot, c'est vrai que la comparaison fait assez mal. Et que, alors pour différentes raisons, c'est vrai, faut tenir compte aussi pour AG2R que la Tour a eu beaucoup de soucis et donc sa saison a été un peu aussi ratée à cause de ça. Et que je pense, l'année prochaine, ça sera un vrai test aussi pour cette équipe à ce point de vue-là. Très bien. Alors maintenant, j'ai envie de porter votre attention sur les recrues. Alors, ce n'est pas tout à fait du poste pour poste, mais presque. Hein. Je ne sais pas ce que vous vous attendez de ces transferts. On a donc le jeune Andrea Vandrame qui, pour moi, remplace pratiquement Samuel Dumoulin dans ce qu'il était capable de faire. Hein. Lui aussi, c'est un sprinter qui passe bien les bosses. A priori, vous le verriez plutôt sur les Coupes de France, hein, pour justement tenter de ramener des points là-dessus. Ton avis, Charles? Ouais, c'est un très bon coureur pour moi, Andrea Vandrame. Je pense que, comme tu l'as dit, sur les Coupes de France, à l'instar d'un Samuel Dumoulin, mais le Samuel Dumoulin de ses meilleures années, je pense qu'il peut y briller. Après, à voir s'il sera aussi emmené sur le Giro avec Bardet, parce qu'il aura peut-être aussi sa carte à jouer de temps en temps. Mais avant de laisser la parole au gars, moi, je voulais rebondir sur un coureur qui n'a pas rejoint l'équipe, c'est Romain Prodhomme. Alors, Julien Jourdi a été très sympa, encore une fois, il nous a fait Nicolas. accorder. Nicolas Prodhomme, pardon. Ouais. Je me trompe. Julien mais- Jourdi. Oui, Julien Jourdi nous a accordé encore une fois une interview et c'était très sympa parce que c'était très détaillé, mais enfin moi j'ai un peu de mal avec les explications quand même, parce que j'avais envie d'y croire au début à ce qu'il disait, mais quand 2 jours après ou un jour après j'ai vu la signature d'Harry Tanfield, enfin là j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Tanfield c'est un garçon qui est peut-être talentueux, hein, je ne sais pas, mais qui n'a pas eu de gros résultats cette année, qui sort d'une saison avec la Katyusha vraiment fantomatique. On me dit que c'est pour le contrôle à montre, moi je veux bien, mais sauf si je me trompe, il n'y a pas de chrono par équipe cette année sur les grands tours, donc pourquoi je ne sais pas. Si c'est pour frotter, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est pas un Oliver Nassen qui sera capable d'emmener Bardet ou la Tour sur la plaine, donc je me pose beaucoup de questions. Après, on sait que des fois dans le vélo, il y a des choses un peu bizarres. On sait que des fois les sponsors ont des requêtes spécifiques, donc je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là. Après, Je crois que tu as déjà ton avis là-dessus, il me semble, Benjamin, non? Pour ma part, je pense que ce recrutement, ça serait un recrutement entre guillemets payé, et je ne parle pas de façon péjorative. Hein. On rappelle que Alexis Vermoz a pu continuer chez les professionnels parce qu'il y avait un mécène pour le financer, sinon Alexis Vermoz repartait chez les amateurs lorsque son contrat se terminait avec la Sojasun en fin 2013. Tanfield, il a probablement un potentiel. On le voit d'ailleurs sur ses résultats des années précédentes. Maintenant, quand on suit les résultats de Chambéry, qui est l'équipe réserve de AG2R, là forcément, ils se font déjà prendre par la Movistar, l'américain, et j'ai perdu son nom. Jorgensen. Alors on ne sait pas comment il s'est passé, donc on ne va pas parler là-dessus. Ils prennent Champoussin, et encore heureux, surtout avec la fin de saison qu'il fait, qui est quand même superbe en Italie avec l'équipe pro. Et c'est là que je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas Prodhomme, parce que Prodhomme, c'est un peu l'artisan des grosses performances de Champoussin. Il s'est tout le temps mis à la planche, il a fait d'autres résultats. Et autant à G2R que d'autres équipes, je ne comprends pas comment ce coureur ne peut pas passer pro. Et en effet, l'interview de Julien Jourdi, je comprends ce qu'il dit. Maintenant, ça fait bizarre quand il y a une recrue qui est annoncée derrière. Donc pour les recrues, j'attends de voir ce que feront Champoussin et Anninen, qui sont les deux jeunes coureurs. Mais j'aurai toujours ce regret pour Nicolas Prodhomme. Parce qu'en plus, peut-être qu'il attendait un signal d'AG2R et du coup il est passé à côté d'une opportunité dans une autre équipe. Et ça me fait penser à, je crois que c'est, allez, c'est quel coureur de Vendée qui est parti chez Arkea, Donovan Grondin, ouais. Grondin, voilà, qui s'est fait ensuite éjecter de Vendée, mais on comprend avec des histoires comme ça pourquoi le coureur, dès qu'il a eu la proposition de passer pro, il est allé direct, quoi. C'est dommage. Oui.
Le sujet touche pratiquement à sa fin. Alors du coup, j'ai envie de vous demander, pour vous, quelles sont vos attentes finalement par rapport à cette équipe l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que les différents paris à la fois sur les marchés de transfert et puis les choix des coureurs principaux quant à leur programme, est-ce que vous pensez que ça va être payant? Est-ce que c'est pour vous un peu trop risqué? Comment vous sentez la chose pour 2020? Voilà, un petit exercice de prospective pour l'année prochaine. Charles, tu veux commencer? Ouais, moi je vais me projeter sur Romain Bardet, du coup, si je suis le premier à évoquer ça. Moi je vois une très belle saison de Romain Bardet. Enfin, commencer au Tour Down Under, sans aucune pression, tranquille en Australie, je trouve que c'est très bien. Ensuite au Giro, je le vois bien remporter une étape avec un top 5 au général et je mettrais bien une petite pièce sur un titre de champion du monde en Suisse. Oh là 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 là. Carrément, ça vous étonne, hein? Ce serait beau, ce serait beau. Rappelez-vous, à Innsbruck, c'est pas passé loin. Il a un saut de chaîne en haut du dernier mur. Il n'a pas ce dernier saut de chaîne et il garde cette énergie pour revenir sur Valverde et Woods pour attaquer avec ses derniers descendeurs. L'histoire peut être tout autre. Ah, mais il est maudit avec le matériel, alors donc. Enfin, il se maudit tout seul sur le compte de la montre. Enfin bref. Oui. Et c'est vrai que sur le championnat du monde, c'est déjà pas passé très loin à Innsbruck. On a tendance à l'oublier parce que Valverde a pris les lauriers, mais le sprint, Valverde n'a pas eu le temps de vraiment lever les bras. Hein. Il a dû quand même s'y employer jusqu'au bout. Très bien, Grégory? Moi, je vais parler de Pierre Latour, du coup, vu qu'il va être propulsé leader sur le Tour de France. Donc, ça va être l'occasion pour lui de se rattraper, entre guillemets, après une saison bien compliquée par les blessures et d'essayer de montrer toute l'étendue de son talent et voir exactement où est-ce qu'il se situe dans la hiérarchie en jouant sa carte sur 3 semaines de A à Z. Très bien. Greg? Je vais peut-être parler, donc j'enchaîne sur Nason, parce que tu n'en as pas trop parlé des spécialisés classiques, mais c'est vrai que depuis qu'il est là, on voit beaucoup plus maillot AG2R à l'avant sur les classiques, notamment début du printemps. Ça change un petit peu, alors voilà, j'espère pour eux qu'il va confirmer, mais ça va être aussi une piste intéressante, à voir aussi son calendrier, parce qu'il a été aussi sur le Tour de France pour être un peu le bon soldat de Romain Bardet, donc je suis assez curieux de voir quel va être son calendrier. Peut-être ça va être, il va avoir un peu plus de choix personnels pour se bâtir un petit palmarès, car il a les jambes, il a même la petite pointe de vitesse même. Voilà, il lui manque peut-être sa très grande victoire maintenant. On peut aussi imaginer pour lui une sorte de carrière à l'avant de l'Avermaet, où au début, c'était pas forcément celui qui gagnait très souvent. Et puis, au fur et à mesure, toujours présent, on oublie un peu, mais il est quand même podium à Milan-San Remo, voilà. Il prend de la tessiture et c'est quelqu'un, comme je dis, il a une petite pointe de vitesse, donc sur cette grande classique, ça peut vraiment jouer en sa faveur. Benjamin, en guise de conclusion? Écoute, je te laisserai quand même donner ton avis toi aussi, mais vraiment dans une période pour AG2R qui devrait être entre guillemets assez tranquille pour 2-3 ans, puisque même s'ils ont seulement 5 coureurs de moins de 25 ans, ils ont également très peu de coureurs de plus de 33-34 ans. Il y a Vandenberg qui a 35 ans et il y a Chiral qui a 33 ans, donc ça veut dire que il ne devrait pas avoir de gros départs à la retraite ces prochaines années. Un changement que je juge nécessaire, je ne sais pas ce que ça donnera. Hâte de voir ce que feront Aurélien Paré-Peintre, que j'ai trouvé solide pour sa première saison pro. Lance Peters qui a franchi un palier. Et Dorian Godon qui a une première année en World Tour dans les pattes. Je ne vais pas parler de Romain Bardet, puisque les autres en ont parlé. J'attends l'affirmation en tant que leader de Benoît Cosnefroy. On n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Cosnefroy. Qui a été très solide cette année. Très solide. On va voir, je pense, cette année, s'il peut vraiment jouer quelque chose sur les courses sur les classiques World Tour, pardon. Et j'attends beaucoup d'un coureur qui a fait une saison blanche cette année, c'est Alexandre Geniez.
qui pourrait accompagner Romain Bardet sur le Giro. Le Giro, c'est un grand tour qui lui plaît. Donc voilà, j'attends vraiment de voir tous les mouvements qu'il va y avoir sur les compositions d'équipe, sur les différentes épreuves d'AG2R. Ça peut être intéressant et changer du train-train habituel parce que je pense que sur nous 5, sur les 2 dernières années, si on devait faire des sections pour le Tour d'Italie, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de France et 2-3 autres courses, on aurait pu donner 6 ou 7 noms sur 8 sans se tromper. Oui, on va peut-être avoir effectivement, je suis d'accord avec toi, une petite redistribution des cartes à ce niveau-là. Connefroy, bon, il a surtout fait des manches de coupe de France pour se faire la main. Maintenant, on l'a vu aussi en fin de saison se mettre en évidence sur le World Tour. Comme toi, je pense que voilà, ce sera l'année pour lui où justement il devra un peu confirmer toutes les bonnes impressions qu'il a laissées jusque-là. Et peut-être pour les Coupes de France, voir plutôt quelqu'un comme Van Dramé qui, jusqu'à présent, déjà se débrouillait tout seul lorsqu'il était chez Androni. C'était un peu celui qui était envoyé systématiquement en France avec une équipe pratiquement inexistante derrière lui. Avec succès, il a gagné au Tour, malgré tout ça, voilà, il se débrouillait pas si mal. Là, avec un effectif plus fourni et peut-être voilà d'une équipe qui voudra peut-être lui accorder sa confiance pour ces courses-là, on devrait peut-être voir voilà une équipe plus à son avantage et plus en évidence que cette année. Moi, je pense que vous sous-estimez Vendramé en ne parlant que de Coupe de France pour lui. Ah, carrément. Ah bah on l'a vu très fort sur le Giro, de toute façon. Oui, sur le Giro, il aurait pu gagner une étape sans son problème mécanique. C'est sûr. Moi, Van Dramé, je l'attends aussi sur, je sais pas s'il sera autour d'un under, mais il y a 2-3 étapes où ça sera des sprints en peloton réduit. Il y a d'autres épreuves comme ça tout au long de l'année où c'est ce genre de configuration. Moi, je l'attends pour jouer la gagne aussi sur ce genre de course. À voir. Écoutez. Je ne partage pas totalement votre confiance, mais pas totalement. Déjà, on a un petit progrès. mais un peu quand même. Hein, non, parce que dans le sens où j'ai quand même, un bon feeling pour cette équipe en général, on va dire pour l'année 2020. Voilà, on leur souhaite un peu plus de réussite que cette année, où faut dire aussi qu'ils n'ont pas vraiment été aidés par les blessures des uns et des autres, hein, notamment celle de Pierre Latour. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question, enfin en tout cas de ce qu'on voulait dire sur cette équipe. Je pense que, à moins que vous vouliez rajouter encore une dernière chose. Non, ça pourra. Tout a été dit à peu près. Bien, c'est parfait. Écoutez, on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle émission thématique où nous aborderons encore les dernières équipes françaises que nous n'avons pas évoquées et bientôt bien d'autres choses encore. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Salut. Salut tout le monde.